Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un expert, digne de la police scientifique, il analyse toujours au peigne fin les films qu'il décortique, et rien ne lui échappe, c'est évidemment Monsieur Victor Norek, alias le cinématographeur. Salut Raph, comment ça va? Bah ça va parfaitement et je te remercie vraiment d'être là avec moi, c'est vraiment un immense plaisir et vraiment je suis très content d'avoir ton regard unique sur un film que l'on considère je pense tous les deux comme un chef-d'œuvre. Oui, plutôt. En plus, tu m'as eu pile au bon moment parce que je suis de passage à Lyon, donc c'est cool qu'on puisse enregistrer ça vraiment en live. Face à En face. face à face. Alors avant même de commencer, je rappelle à nos auditeurs, mais ils le savent déjà je pense, que tu es à la tête de l'excellente chaîne YouTube Le Cinématographeur où tes analyses filmiques sont toujours d'une pertinence rare. C'est vraiment le haut du panier j'ai envie de dire dans le domaine, vraiment. Merci. Et je rappelle aussi que tu es auteur d'un ouvrage de référence maintenant autour du cinéma de Oui. Steven Spielberg, l'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster, volume 1, paru chez Sort d'édition. Un livre qui est incontournable pour quiconque s'intéresse à la mise en scène, j'ai envie de dire. C'est gentil. C'est marrant parce que c'est ce qu'a dit Xavier Le Harper sur Le Masque et la Plume il n'y a pas si longtemps. J'étais très surpris qu'il dise ça parce qu'en général, il est pas tendre avec le cinéma populaire. Donc ça et Bob l'éponge, ça me fait 2 points communs avec lui. Alors. Exactement. Avant d'entamer la discussion autour du film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir ta photo signalétique en 2 questions succinctes. La première, quelle est ta définition d'un bon polar ? J'avoue que tu m'as posé la question et c'était un peu page blanche. On va dire que c'est celui qui me fait poser le plus de questions pendant le film. J'ai l'impression qu'un polar, c'est vraiment un truc où le spectateur est ultra actif. T'as des films où t'es complètement passif derrière ton écran et pour moi, un bon polar, c'est celui qui me fait mastiquer les méninges. Et enfin, plus intime, quel est ton polar préféré ? Je sais pas si on peut appeler ça un polar, mais je veux dire Seven de David Fincher. C'est vraiment peut-être mon premier souvenir de polar gamin. Oui, j'ai vu ce film gamin, c'était beaucoup trop jeune. Et ça m'a vraiment complètement changé la vision que j'avais de ce que ça pouvait être un film en fait. Très bizarrement, je crois que j'ai vu ça à 8 ans et j'en suis pas sorti tout à fait indemne. Mais tu vois, je crois que c'est le film qui a été le plus cité depuis le début avec Hit de Michael Mann. Nouveau dossier, nouvelle enquête, cette fois-ci autour d'un film noir réalisé en 1959 par un cinéaste touche-à-tout de génie, qui ne possède pas encore totalement toute l'estime qu'il est en droit de recevoir. Je parle bien évidemment de Robert Wise et de Odds Against Tomorrow, donc Le coup de l'escalier en version française, un fleuron, un film matriciel, une date même dans l'histoire du film criminel et plus particulièrement dans ce que l'on pourrait appeler le film de casse, pour un polar engagé et bien plus encore, et qui met en vedette un trio d'acteurs de haut vol, à savoir Harry Belafonte, Robert Ryan et Ed Begley. Alors il faut savoir que c'était le film préféré de Jean-Pierre Melville, il l'aurait vu plus de 120 fois. Donc il faut savoir que Jean-Pierre Melville était insomniaque, et au beau milieu de la nuit, comme ça à 1h, 2h, 3h du matin, il pouvait appeler ses proches collaborateurs ou ses amis les plus proches, je pense notamment au cinéaste Philippe Labro, dont il était le menteur, pour les inviter comme ça à venir dans sa salle en projection privée. Il avait une copie en 35 mm donc au studio de la rue Génère pour voir du coup le coup de l'escalier et le revoir, hein, puisqu'il faisait le coup apparemment à plusieurs reprises. Et c'est évidemment un film très important pour lui, il était vraiment obsessionnel autour du film de Robert Wise et on trouve comme ça des résonances avec le film de Robert Wise dans son œuvre, voilà, dans Le Deuxième Souffle ou bien le Samouraï. On peut citer la fatalité du destin des héros, le look général avec le chapeau mou, le trench coat, vraiment l'ambiance aussi nocturne, les matins blêmes comme ça qu'on retrouve dans les films noirs. Et surtout, quelque chose de beaucoup plus surprenant pour ce type de film à l'époque, plus des moments, on va dire, de flottement, qu'on retrouve vraiment dans ces films, et c'est vraiment symptomatique de la passion qu'il avait autour de ce film, surtout vis-à-vis de la musique de John Lewis, qui était un musicien de jazz. Il considérait la musique du coup de l'escalier comme la meilleure jamais réalisée, jamais faite. Et du coup, c'est simple. À la base, c'était Michel Legrand qui devait faire la partition du Cercle Rouge, par exemple. Et assez mécontent, il l'a complètement sacrifié, on pourrait dire. Vous pouvez trouver des morceaux, des extraits assez facilement sur Internet de la BO de Michel Legrand. Hein. Et donc, il a appelé Éric de Marsan, avec lequel il avait fait L'Armée des Ombres, un an auparavant, avec comme seule instruction
de refaire carrément la musique de Odds Against Tomorrow. Et quand on écoute le thème principal du Cercle Rouge, qui nous sert de générique pour l'émission, et quand on entend le générique de début du film de Robert Wise, ben c'est quasiment la même musique. C'est vraiment troublant et ça vous montre vraiment l'obsession qu'avait Jean-Pierre Melville autour de ce film, qui est vraiment, encore une fois, je pense, une date dans l'histoire du film criminel. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé comme ça de l'intrigue? Ça parle de quoi, le coup de l'escalier? Bah, juste avant, alors, je tiens pas forcément ça de source sûre, je tiens ça de mon ancien prof de cinéma, mais qui avait dit que Melville avait réutilisé en fait le son du vent dans le coup de l'escalier pour pas mal de ses films, dont pas mal dans Le Cercle Rouge aussi, énormément. Tous les extraits sonores, en fait, il les avait samplés, il les avait réutilisés. Et de toute façon, Le Cercle Rouge, je vais pas dire que c'est un remake du coup de l'escalier, mais il y a quand même, parce que tu as cité les autres films, mais pour moi c'est vraiment Le Cercle Rouge, c'est le film le plus inspiré du coup de l'escalier, parce que tu as toute cette espèce de préparation du casse, la méticulosité avec laquelle ils vont le décrire, ils vont l'anticiper. C'est comme tu dis, ces moments de flottement et sur un truc qui se casse la gueule, qui fonctionne pas et voilà, et cette espèce de fatalité de toute façon ça marchera pas. Et pour finir d'ailleurs sur Jean-Pierre Melville, il aurait rencontré Robert Wise sur le tournage d'un flic, Jean-Pierre Melville via Richard Crenna, et effectivement, ce que tu viens de dire, il lui aurait confirmé qu'il aurait piqué des bruitages. Moi j'avais entendu surtout le bruit de la chaîne, tu sais, à la porte à la fin, qui leur pose problème avant et pendant le braquage. Il aurait utilisé ce bruit pour l'Armée des Ombres. D'accord. Comme quoi, on a plein de... Ça serait peut-être pas mal de regarder un petit peu, de mettre les deux en parallèle, de sampler tous les trucs de The Against Tomorrow. D'ailleurs, ce titre est vraiment trop bizarre, parce que le coup de l'escalier, je pense que j'ai jamais compris, il n'y a pas d'escalier dans le film. Pourquoi est-ce qu'ils ont... Est-ce que tu as une raison pour laquelle ils ont appelé ça le coup de l'escalier en français? Parce que je voulais te poser la question, à part la fin peut-être, où il y a potentiellement un escalier... Mais à part ça, je ne vois pas du tout. Non. Parce que oui, la traduction littérale française, ce serait en fait un pari contre l'avenir. Contre l'avenir, c'est ça, le pari contre demain. Tu gages des trucs contre, vu qu'il y a des histoires de paris. Donc oui, c'est l'histoire de par où on prend ça. On va dire Ed Begley, donc c'est un vieil homme qui a l'idée d'un casse pour se faire de l'argent hyper facilement, mais il a besoin d'une équipe de 2 personnes. Donc il va voir... il fait appel à Robert Ryan, donc qui arrive chez lui, qui a des problèmes de sous. Il est pas marié, il a plus ou moins une copine donc, qui est jouée par Shelley Winters, qui est incroyable. Et c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Et le vrai souci, c'est que sa masculinité s'en trouve atteinte. Et donc, résultat, ils disent non, c'est à moi de ramener l'argent. Donc, à un moment, parce qu'au début, il va refuser ce casse-là, mais face à Shelley Winters, au bout d'un moment, il va dire non, il va falloir que je le fasse. C'est très particulier ce film, parce qu'en fait, il se passe quasiment rien sur la première moitié, parce que c'est juste la préparation, même pas la préparation du casse, c'est juste récupérer les 2 personnes dont Ed Begley a besoin pour pouvoir le faire. Donc il y a Robert Ryan d'un côté, et de l'autre, il y a Harry Belafonte, qui est donc un Afro-Américain, c'est Harry Belafonte, qui est chanteur dans un club de jazz, et qui lui aussi a des problèmes d'argent, parce qu'il est divorcé de sa femme, il a la garde de sa petite fille, et il a des problèmes de pari. Et donc, résultat, il doit beaucoup d'argent à une espèce de clique de mafioso qui est entourée d'homosexuels, et ça va être très important aussi. Il y a tout un truc sur les femmes, sur les homosexuels, sur les noirs et tout ça. Enfin, de toute façon, le film va explorer toutes les haines de l'autre possible et imaginable. Et donc, c'est la création de ce casse par ces 3 personnes qui, au début, ne veulent pas du casse. Donc, c'est un film qui est très particulier. Mais en fait, c'est un film qui est ultra théorique et passionnant, justement, sur le fait que on va créer quelque chose à partir de rien et contre les autres. En fait, c'est vraiment ces 2 personnes. Le principe que j'ai pas dit, c'est que Robert Ryan est ultra raciste et en fait ne va pas vouloir que Harry Belafonte soit partie prenante du casse, sauf qu'en fait, il a besoin
d'être là parce que le principe du cas, c'est donc c'est dans une banque qui reçoit énormément d'argent à un moment et il y a un livreur d'un café qui est donc afro-américain, qui est noir et qui doit leur apporter le café le lundi soir alors que c'est le mardi qu'ils font ils font l'inventaire le lundi soir pour que le camion sécurisé récupère l'argent le mardi matin. Et donc en fait, c'est Harry Belafonte qui doit se faire passer pour ce livreur afro-américain et qu'on lui ouvre la porte et donc à ce moment-là que tout le monde puisse entrer et récupérer l'argent qui est même plus dans le coffre à ce moment-là vu qu'ils sont en train de le compter. Alors le film est considéré par beaucoup de critiques comme le dernier film, avec aussi l'Ultime Radia peut-être de Stanley Kubrick qui était sorti 3 ans auparavant, de l'ère classique on pourrait dire du film noir, donc un genre on le rappelle qui est apparu au début des années 40, qui va cesser d'évoluer jusqu'à aujourd'hui avec ce qu'on appelle le néo-noir. Par exemple à la même époque que Le Coup de l'escalier, on avait quand même en 58 La Soif du mal d'Orson Welles, qui est déjà une autre manière d'appréhender on pourrait dire les codes du genre. Mais le film, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois quand même dans de l'artisanat pur, on va dire, d'Hollywood, tel qu'on peut se l'imaginer avec Robert Wise, qui était quand même un orfèvre de la mise en scène. D'autant plus qu'il avait déjà fait des films noirs avant, avec notamment Born to Kill, donc Né pour tuer, avec Laurence Tierney. Et surtout, Nous avons gagné ce soir, là aussi avec Robert Ryan, qui est un film de boxe, mais qui est quand même matiné de films noirs. On a l'impression qu'il reprend quasiment le même rôle. C'est clair, Robert Ryan, on pourrait presque dire que c'est le même personnage 10 ans après, 15 ans après, une sorte de raté qui veut au crochet de son amante. D'ailleurs, il la trompe ouvertement dans le film. Et on sent qu'il a vraiment un côté, un ressenti, il est très aigri par rapport à tout ça. C'est aussi un vétéran, aussi, on comprend, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a ça d'un côté, et d'un autre côté, quand même une approche narrative assez nouvelle, très cinéma vérité, on pourrait dire, qui est aussi très à la mode à l'époque. Et justement, ça, c'est quand même un peu des thèmes et des méthodologies qu'on retrouve un petit peu avec la nouvelle vague aussi à l'époque, qui quand même traverse le cinéma européen. Et qui était le parrain de la nouvelle vague à l'époque, on y revient, Jean-Pierre Melville. Donc tout est lié. Et c'est un peu le film noir pour enterrer le film noir. C'est un film qui est ultra crépusculaire, qui commence dans un caniveau, qui finit dans un caniveau, et tout le principe, c'est qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, ça marche plus. C'est un film qui tourne à vide. Et pour le coup, c'est vraiment un film qui va complètement déconstruire le film noir et inventer un nouveau style de film qui est le film de casse. C'est un peu le prototype et il pose les bases de tout ce qui va être le film de casse plus tard. Il faut savoir que le premier Ocean's 11, il sort l'année d'après. Et parce que le film de Robert Wise, même s'il a été reçu de manière étrange par la critique, plutôt bien par la critique, mais ça a été un four complet. Et ça a été énormément vu par les cinéastes. Et ils se sont dit, tiens, on tient là quelque chose qui n'a jamais encore été fait avant. D'autant plus, c'est ça, qu'il y a un côté très mélancolique ou très contemplatif en fait vis-à-vis du polar, vis-à-vis des codes du film noir à l'époque. Et c'est vrai que les 3/4 du film, comme tu l'as très bien dit, sont basés sur un suspense quant à l'élaboration en fait du braquage qui demande vraiment un timing, une méthodologie vraiment très précise. Et on les voit donc se préparer, répéter. Et finalement, le casse en tant que tel, on le voit pendant une demi-heure, on va dire. Tout compris, c'est-à-dire que tout compris, parce que c'est le casse en tant que tel, il dure 5 minutes. Hein. C'est ça, en fait, le dernier quart est consacré à ça, on pourrait dire. Tu as une première partie où tu as l'attente, justement, où on voit, par exemple, Harry Belafonte, qui est comment on pourrait dire, très pensif, au bord d'un cours d'eau. On peut penser à Ed Begley, effectivement, qui le regarde un peu plus loin devant une statue. Il y a Robert Ryan qui manque de tuer un lapin, il essaye de l'avoir, de chasser, et puis il le laisse partir. Il y a tous ces moments comme ça de flottement, d'attente, où en tant que spectateur on veut voir le casse quand même, on est quand même venu pour voir ça, et il joue clairement avec le spectateur, avec un côté frustrant aussi, et comme pouvait le faire justement un cinéaste comme Steven Spielberg, c'est-à-dire qu'il joue vraiment là-dessus sur la frustration et la poussant à bout plus que Spielberg, c'est sur 5-6 minutes, là il te fait ça sur la moitié d'un film quasiment, cette espèce de flottement qui est très bizarre. On a l'impression qu'il se passe rien, mais on a l'impression qu'il se tire une balle dans le pied, en fait, parce que c'est à l'époque où le film noir ne marchait plus du tout en salle, et résultat, il va faire un film noir encore plus vraiment théorique que tous ceux qui ont été faits avant. Donc c'est très particulier pour quelqu'un qui était quand même assez axé sur
des choses plutôt grand public. C'est marrant que tu fasses le parallèle avec Spielberg, mais Robert Wise, c'est quand même quelqu'un qui a fait des films de boxe, des films noirs. C'est que le réalisateur de Star Trek, c'est le réalisateur de Haunting, qui est un film d'horreur absolument incroyable. Ouais. La Mélodie du bonheur, West Side Story, Star Trek. Enfin, sa filmographie, c'est hyper éclectique. C'est pour ça que rapprocher de Spielberg, ça marche vraiment bien, d'autant que Spielberg réfléchit beaucoup sur la manière de réaliser de Wise dans son West Side Story à lui, et donc c'est bien de les mettre en parallèle. Et d'autant plus qu'il y a un côté dans le genre même du caper movie, du heist movie, un côté très méta, c'est-à-dire oui. C'est un peu un tournage, c'est-à-dire tu rassembles les meilleurs talents possibles dans chaque domaine en fait, vraiment très particulier. Quoi, c'est pas Christopher Nolan qui a inventé ça avec Inception? Non, non, en tout cas c'était déjà le cas, en tout cas à l'époque de Robert Wise, où on prépare un plan, on s'y tient, ça marche pas. Je pense qu'il aurait fallu prévenir Christopher Nolan en fait qu'il n'était pas le premier à l'avoir fait. Ces propos n'engagent que toi. Non, mais quand tu l'entends dans des interviews sur Inception, il est en mode oui. Vous savez que le heist movie est quand même... je suis d'accord avec toi, moi. De toute façon, voilà, on est bien avant Tenet, on est bien avant Inception, on est bien avant tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté, on va voler comme ça quand même une forme de vérité. Et c'est le principe même en fait de faire un film, de tourner un film, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que cette question du temps est vraiment très centrale. C'est d'ailleurs la base même du cinéma, en fait, la gestion du temps, en fait, tout simplement. Et tu as effectivement une sorte de dilatation d'un côté, avec des temps très longs, où encore une fois les actions sont assez minimes, il y a très peu d'enjeux, on pourrait dire en tout cas de prime abord dans le cadre. Et des répétitions, c'est vrai. La figure du cercle, la boucle, tout ça, on a l'impression de revoir les mêmes scènes deux fois, ne serait-ce que l'ouverture où les deux personnages vont voir Ed Begley. Ils sont tous les deux dehors, on les voit qui rencontrent tout un groupe d'enfants. Ils rentrent dans l'espèce d'immeuble, ils prennent tous les deux l'ascenseur, ils discutent avec le groom, le bel guy, le groom. Ils passent dans le couloir, ils discutent avec Ed Begley. Ed Begley leur raconte la même chose. Et en fait, on voit ces scènes mises bout à bout, et t'as énormément de scènes comme ça qui reviennent. T'as deux fois ce passage où Harry Belafonte va dans une cabine téléphonique. Il y va une première fois, puis il fait un truc avec sa fille, puis il y va une deuxième fois, et puis après ils reviennent pour discuter dans le jazz bar, puis après il se passe autre chose, puis après on revient dans le jazz bar. En fait, t'as plein de figures de cercles comme ça où t'as l'impression que tu fais du surplace, tu piétines. À un moment, il y a Robert Ryan et Shelley Winters qui sont devant une fenêtre, ils regardent, et puis il y a une boucle d'autoroute, et puis on a l'impression que tu as des voitures qui tournent sur elles-mêmes. Pareil, quand Harry Belafonte et au parc, tu as un manège où sa fille, pareil, tourne sur elle-même. Puis un peu plus loin dans la scène, tu es sur une patinoire où des gens tournent en rond. En fait, c'est que des trucs où tu as l'impression que tu fais que tourner en boucle, comme exactement le principe du film, où tu vas parler d'un casse, répéter un casse, pour pouvoir enfin finalement le faire à la fin. C'est vraiment, comme tu disais, l'aspect hyper méta. Je le trouve qu'il y a encore plus que dans pas mal d'autres films de casse, parce que là tout le principe, c'est de répéter pour finalement le faire à la fin tel qu'il a été dicté. Tu as vraiment l'impression d'être sur le tournage d'un film avec justement l'attente que ça implique. D'autant plus que l'idée de symétrie est là dès le début. Tu as évoqué les petits-enfants qui jouent, d'ailleurs c'est des enfants blancs et noirs dès le début. Il y a un côté très pur, très insouciant, c'est-à-dire que les enfants sont dans un autre monde là où les adultes s'entretuent pour des raisons raciales. Et effectivement, il y a Robert Ryan qui arrive, qui est vraiment très désagréable avec une petite fille noire. Il la traite, excusez-moi du mot, mais de négresse en tout cas. Et après, tu as effectivement le même geste qui est répété avec Harry Belafonte qui arrive, qui lui est extrêmement sympathique avec les enfants. Il leur donne de l'argent, gardez ma voiture, surveillez-la. Et après, effectivement, tu vois cette scène de l'ascenseur où il dit pas un mot, il essaye de faire des blagues, un peu le groom. Il répond pas du tout, Robert Ryan. Et là où Harry Belafonte surenchérit avec des vannes sur le vent, etc. Comme quoi ils vont partir, ils vont être... ils vont s'envoler, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le filmage en fait, de l'ascenseur, c'est que Robert Ryan, il est vraiment en confrontation directe avec ce personnage noir, on pourrait dire. Il est vraiment en diagonale par rapport à lui, là où justement Harry Belafonte est vraiment à côté de lui, quoi. Et rien que dans le filmage, tu vois très bien en fait dans leur première apparition que Harry Belafonte et Robert Ryan en fait sont vraiment un reflet de l'un de l'autre et inversement. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre.
Et c'est justement tout le problème du film et comment le casse va foirer sur cette question. Et on peut le dire, on peut faire un spoiler, hein, c'est quand même un film qui date de 1959. C'est très ironique cette fin, elle est d'un pessimisme absolu, elle est d'un nihilisme même total. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vont quand même mourir carbonisés. Tellement brûlés, tellement carbonisés qu'on va même plus savoir qui est le blanc et qui est le noir en fait. Donc dans la mort, quelque part, ils vont être complètement réunis, j'ai envie de dire. Et c'est une fin qu'ils ont changée justement vis-à-vis du roman initial, qui était paru dans la série noire de McGovern. Il avait été aussi adapté par Fritz Lang dans Règlement de compte. Et dans le roman initial, en fait, ils se détestent, les deux personnages, celui de Robert Ryan et de Harry Belafonte, mais en fait à la fin ils arrivent quand même à travers la mort, on pourrait dire, à s'allier, ce qui n'est pas du tout le cas en fait dans la fin en fait choisie par Robert Wise, parce qu'à l'époque il y avait aussi La Chaîne qui était sortie avec Sidney Poitier, et c'est justement une fin plus constructive. Et voilà, Harry Belafonte, on le sait, c'était un activiste, défenseur des droits civiques, ami de Martin Luther King, et il voulait vraiment battre en brèche, on pourrait dire, la représentation stéréotypée des Noirs américains au cinéma, les montrer sous un autre jour, et montrer aussi quand même une réalité qui existait à l'époque aux États-Unis. Sur l'impossibilité de communication, en fait, que quoi qu'il fasse, ça marche pas. Il a beau essayer, mettre tout de son côté, en fait, c'est l'attitude de Robert Ryan qui va bloquer en fait toute possibilité de construire quoi que ce soit. Mais de toute façon, tout le film est hyper binaire comme ça. C'est pas pour rien qu'il soit en noir et blanc, alors qu'à l'époque, on aurait pu très bien le faire en couleur, même si le noir et blanc est par essence on va dire la couleur du film noir. Là, il y a vraiment une symbolique du noir et du blanc et des opposés. C'est pas pour rien que on commence sur un caniveau en plongée et en fait le plan d'après c'est un envol d'oiseau. Et voilà, il y a toujours un truc sur le haut, le bas. À la fin, ils vont monter un escalier sur des espèces de grands silos. Je sais pas si c'est des silos à grains ou je sais plus qu'ils explosent. Non, c'est des produits chimiques. Il doit y avoir de l'essence ou un truc comme ça. Ils vont en haut. D'ailleurs, tous ces silos sont circulaires aussi. Voilà, encore sur la métaphore du truc qui revient. Donc, on a l'impression qu'il y a une élévation, que finalement, ils vont réussir à s'en sortir. Et puis, finalement, ça explose. Et on se retrouve dans le dernier plan avec marqué Dead End, sans issue. Et le plan redescend sur l'eau du caniveau, qui est aussi un reflet, un miroir. Enfin, t'as toute l'eau qui est comme ça. Mais de toute façon, tout le film va parler aussi, alors effectivement, de la question du racisme, vu que c'est, je sais pas si je l'ai dit avant ou si c'était dans ma tête, mais c'est Harry Belafonte qui est arrivé avec le script pour Robert Wise. C'est pas un projet qui vient de Robert Wise, c'est vraiment un projet qui vient de Harry Belafonte. Il a dit c'est cette personne-là qu'il faut pour pouvoir le mettre en image, parce que effectivement Robert Wise était déjà connu pour avoir énormément de symbolisme rien que dans sa manière de filmer. Vu qu'il se passe pas grand chose dans le film, il fallait quelqu'un qui soit solide derrière la caméra, parce que sinon le film aurait été vraiment proprement imbitable. Il faut que les images veulent dire quelque chose. Et donc tout est comme ça, en positif et en négatif, en hauteur, le haut par rapport au bas, le noir par rapport au blanc, et tout ce qui est dans la profondeur aussi, ne serait-ce que le générique, et une image qui va être décuplée avec une en arrière et une en avant. Et donc pareil, on a cette idée voilà, de profondeur, de quelque chose qu'il y a en fait derrière et qu'on n'arrive pas très bien à concevoir, à voir. Il y a une métaphore que je trouve exceptionnel dans le film, c'est l'espèce de voiture pourrie de Robert Ryan, et quand le garagiste ouvre pas son coffre mais son capot, il dit mais c'est incroyable le moteur qui est à l'intérieur, et en fait voilà, c'est tout un truc sur qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences, qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc j'avais commencé une phrase il y a genre 5 minutes en disant que oui, il y avait la métaphore du racisme qui était évidemment hyper présente, mais on a aussi sur cette espèce de deux camps que tout oppose, et finalement où on sait plus qui sont le reflet de l'un de l'autre, et on sait plus à la fin qui est l'un, qui est l'autre. Ça parle évidemment de la guerre froide. Il y a tout un passage à un moment où ils sont dans le bar, où ils parlent de l'arme atomique, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un camp, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que les vieux, qu'est-ce que les jeunes aussi, dans le même bar, où il y a cette espèce de Robert Ryan qui a un militaire sur le retour, qui va se mettre à taper un jeune militaire qui a du bagou, et donc voilà, il y a tout ce truc de mise en opposition, et le fait qu'à la fin ça se termine dans une explosion qui est vraiment comme une explosion atomique à la fin, sur voilà,
qu'est-ce que la haine de l'autre va apporter. Et donc, ce que je trouve génial dans ce film, c'est que oui, ça parle de racisme, mais derrière, ça parle seulement du principe même de la haine. Qu'est-ce que la haine? Et ça va être la haine des femmes, la haine des homosexuels, la haine des Noirs et la haine des Russes, donc du camp opposé à travers la métaphore de la bombe atomique. Mais c'est vrai que le film, tu l'as très bien dit, utilise quand même des moyens, on pourrait dire, de filmage assez modernes, en tout cas qui se voient, c'est-à-dire dans les moments un peu de temps mort, justement, et on voit quand même des panoramiques, on voit quand même des zooms, enfin, ils sont quand même assez voyants. Tu as aussi, tu l'as très bien dit, des contre-plongées qui donnent un côté, je trouve, par moments presque abstrait, d'autant plus que c'est avec la photo aussi qui est très marquée, très saturée dans les blancs et les noirs. Dans les passages au début du film, très, très hivernaux, comme ça, quand ils arrivent au petit matin, avec un New York très bizarre en plus, qui semble vide, complètement vide. Une sorte de petit théâtre un peu mortifère, en fait, comme Melville reprendra vraiment à merveille dans tous ses films, quoi. Et c'est vrai que les gens passent de l'ombre à la lumière et du blanc. La première fois qu'on voit Robert Ryan, d'ailleurs, il est complètement surexposé. Ce filmage très moderne, je trouve qu'il y a un côté, notamment dans l'utilisation du grand angle, qui est quand même assez, qui est quand même très, très voyant, on pourrait dire. Exemple entre mille, un côté très aujourd'hui Rodrigo Sorogoyen par exemple qui l'utilise à merveille, un côté du coup comme tu vois tellement tout en fait que ça en devient étouffant en fait, le cadre devient surchargé, d'autant plus qu'il allie ça Robert Wise a des surcadrages en permanence, il joue beaucoup aussi de reflets de miroir, notamment quand il parle avec Shelley Winters par exemple, quand il se découvre chacun dans un miroir, on découvre l'autre à travers un miroir. Et dans le même cadre en plus. Oui. Et alors, tu parles de surcadrage, mais il y a aussi énormément d'utilisation des perspectives. Et en fait, tu vois la vision rétrécie de Robert Ryan, parce que c'est filmé pas mal en contre-plongée à ce moment-là, et en fait c'est très Wellsien, ça fait très Orson Welles parce que on dirait le procès presque. Oui, complètement. Mais enfin, il y a pas mal de trucs qui sont aussi pas mal Citizen Kane aussi. D'ailleurs, Robert Wise était le monteur de Citizen Kane. Il y a pas mal de gens qui le savent pas forcément, et ils se sont embrouillés à mort sur La Splendeur des Amberson parce que Orson Welles était parti au Brésil à ce moment-là pour faire des repérages ou pour faire je sais plus quoi, s'il faisait des confos, des repérages. Et en fait, c'était Robert Wise. Il a plus ou moins laissé Robert Wise monter La Splendeur des Amberson tout seul, sachant que La Splendeur des Amberson est un film qui a été complètement massacré par le studio, et en fait Robert Wise il a fait ce qu'il a pu pour sauvegarder le film, et Orson Welles, il a même tourné je crois quelques plans c'est lui qui a fait les reshoots, et en fait Orson Welles il en a voulu à mort, c'est un truc qui est complètement hypocrite de sa part parce qu'il savait très bien que c'était pas la faute de Robert Wise et que c'était le studio qui était derrière et que Robert Wise avait voulu sauver les meubles. Et justement ce film pour moi il est hyper wellsien, Le Coup de l'escalier, parce que donc tu as toutes ces perspectives qui sont hyper fermées, tous les angles de couloir vus avec ces énormes grands angles. Robert Ryan il est souvent vu dans des perspectives de couloir où en fait le haut des boiseries vont fermer le champ derrière lui, comme si en fait on voyait sa perspective comme des œillères. Des œillères, exactement. Donc cette manière en fait de réduire sa perspective à travers la perspective du décor. Et justement, je parlais de Welles, mais Robert Wise, il a utilisé, comme tu parlais, de ces très grands angles et beaucoup de panoramiques dans des espaces hyper fermés. En fait, normalement, ça fonctionne pas. Quand on met un grand angle dans un espace fermé, ça déforme complètement le décor, et quand on fait un panoramique. Donc en fait, ils ont utilisé le PanFocus 24 qu'avaient inventé Greg Toland et Orson Welles pour justement faire des travelling dans des espaces hyper fermés dans Citizen Kane et dans La Splendeur des Amberson, et il l'a réutilisé là pour éviter les déformations de l'espace dues aux courtes focales, et en gardant la caméra ultra mobile. Et c'est pour ça qu'en fait le film est hyper moderne, et il n'est pas du tout aussi fixe que pas mal de plans de films noirs de l'époque, alors qu'il ne se passe rien. Bizarrement, la caméra, elle bouge quasiment tout le temps. Et tu parlais des zooms, justement, pour moi, c'est une figure qui est... Enfin, pour avoir revu le film il y a quelques jours, je me suis dit, c'est fou, on dirait un film des années 70, tellement il utilise le zoom énormément. Et en fait, c'est hyper thématique, parce que le zoom, c'est quoi? C'est avoir l'impression d'avancer tout en restant sur place. Et en fait, c'est complètement ça. C'est des gens qui vont camper leur position. Robert Ryan qui va rester du point A au point B, du début à la fin, il va rester raciste, il va pas croire en Henri Belafonte, et c'est à cause de ça évidemment que tout se casse la gueule, parce que s'il avait fait confiance, s'il avait suivi le truc, s'il avait donné, à un moment il y a toute une histoire de passation de clés de voiture, est-ce qu'on veut lui donner les clés ou pas, est-ce qu'on lui fait confiance, et finalement à la fin, quand alors qu'on croit que il a évolué, finalement il n'a pas évolué. Et ça, c'est vraiment la figure du zoom, c'est cette impression d'avancer tout en restant au même endroit.
Et je trouve que ça anticipe énormément le travail de Friedkin dans les années 70, qui parle aussi beaucoup de ça, cette espèce de stagnation, de pulsion optique, où on a l'impression d'aller chercher quelque chose, d'aller l'isoler, et finalement qu'on reste en arrière et qu'on est dans une immobilité totale. Mais il y a souvent dans la composition en fait des cadres qu'a Robert Wise, dans le positionnement des personnages dans le cadre, il y a souvent un personnage en fait qui est bloqué par deux autres personnages. Donc on voit vraiment au centre un personnage qui est obstrué, et il y a un plan il faut vraiment bien le voir. À un moment donné, lors comment on pourrait dire, de la séquence d'affrontement d'Harry Belafonte dans le club de jazz avec les mafieux, il y a une sorte de décor en fait qui découpe un petit peu le club de jazz avec des sortes de cordes. Oui. Des cordes, et on voit très bien à travers deux cordes en fait, justement par rapport à la perspective, on voit juste les deux têtes en fait des deux mafieux qui regardent de loin comme ça Harry Belafonte et qui lui font peser comme ça une menace vraiment sur lui permanente, quoi. Et pour les mouvements de caméra, il y a une séquence qui est assez hallucinante aussi en termes de panoramique. C'est la séquence où ils observent en fait du coin de l'appartement via deux fenêtres le mouvement justement du serveur qui doit emmener les rafraîchissements et les sandwichs à la banque. Et comment en fait, et là on voit que c'est vraiment un monteur en fait à la base, Robert Wise, c'est-à-dire que tu vois ce mouvement et il le cut et tu tombes directement en fait sur Harry Belafonte quand Robert Ryan dit ouais mais le problème en fait c'est le troisième, c'est le nègre. Et tu sais dès le début en fait que rien qu'avec ce mouvement de caméra qui est vraiment coupé en fait dans son élan, presque à la McTiernan un petit peu avant l'heure d'ailleurs, tu sais que ça va merder. Et il y a des plans comme ça, très abstraits aussi, il y a des débulés, pas mal, notamment dans la séquence où Harry Belafonte fait du manège avec sa petite fille, et t'as presque l'impression de voir, presque avant l'heure, la maison du diable déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait beaucoup penser à des coups de caméra, et alors que c'est pas du tout le même, c'est du 2,35 dans la maison du diable, et là on est en 4/3. Donc c'est pas du tout le même style de cadrage, et pourtant t'as la même sensation de t'es enfermé, t'es emprisonné, et moi j'ai même pensé, tu vois, même plus une séquence de manège, j'ai pensé à Darkman et j'ai pensé à Sam Raimi bizarrement, et Sam Raimi ce serait vraiment, je pense, un équivalent moderne à Robert Wise, qui lui aussi est un orfèvre de la mise en scène et un expérimentateur. Il va essayer plein de trucs, enfin, et touche à tout dans tous les domaines, dans tous les genres, et à chaque fois avoir une mise en scène qui soit thématique avec son film. C'est ça que moi je trouve génial chez Robert Wise, c'est que il y a des cinéastes, à chaque fois je ressors Zack Snyder, hein, mais Zack Snyder c'est typiquement le type de cinéaste qui va avoir exactement la même mise en scène sur tous ses films, et il va pas se poser la question de ce que ça veut dire. Donc il a un style, une vraie patte, et on reconnaît exactement, on sait ça, c'est un plan de Zack Snyder. Chez Robert Wise, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué avec Spielberg. C'est pour ça que j'aimais beaucoup en parallèle, c'est que à chaque fois, ils ont une mise en scène qui va être très différente. Et justement, quand tu parlais, s'efface devant le sujet à chaque fois. Robert voilà, Wise. où il se pose la question de comment mettre ça en scène. Et on a tel sujet, et comment est-ce que je vais le mettre en scène. Ça me fait penser, avec cette utilisation des grands angles, énormément au Pont des Espions, justement, de Spielberg, qui est un film qui est quasiment que en grand angle, et qui va utiliser, contrairement à Robert Wise, la déformation du grand angle pour montrer que même si tu as l'impression de tout voir, en fait tes perspectives elles sont déformées. Et tu as énormément de travelling dans le Pont des Espions qui, contrairement à ceux de Robert Wise, vont déformer complètement l'espace, parce que justement il va te montrer que même si tu as l'impression de tout contrôler, c'est un film qui parle d'espions qui sont censés savoir tout, mais en fait ta vision est complètement déformée. Et tu parlais, oui, du fait que de toute façon tout ça ça va foirer à un moment. T'as ça avec tu parlais de la séquence du lapin où Robert Ryan, juste avant le casse, essaye de tuer un lapin. Finalement il n'y arrive pas, pareil. Enfin c'est que des trucs où t'as ça va foirer un moment, et on le sait. Il y a une séquence où justement Harry Belafonte est dans une cabine téléphonique. Il a un ballon qui appartient à sa petite fille, qui est sur le manège à ce moment-là, donc il garde son ballon, et en fait il n'arrive pas à rentrer dans la cabine, et le ballon reste dehors. Donc en fait tu as cette espèce de, comme une ligne de vie qui le maintient à l'extérieur, parce que ils vont être enfermés complètement, alors que c'est un film qui se passe quasiment à moitié à l'extérieur. Tu as l'impression que Robert Wise va toujours les enfermer, les réenfermer d'une manière ou d'une autre, il va trouver à les réenfermer. Et en fait, tu as cette espèce de ballon qui tient d'une main, qui est cette espèce, sa ligne de vie qui le lie à l'extérieur, vu que le reste du ballon reste dehors. Et à un moment, au moment où il accepte finalement
d'aller voir Ed Begley et de faire le casse, bah, il y a une nana qui passe et qui perce le ballon. Et, enfin, c'est que des trucs qui sont c'est que des trucs visuels et qui te disent dès le début que tout ça, ça va foirer. Mais toi, en tant que spectateur, t'as quand même envie de continuer à chercher, de continuer à ce que ça fonctionne, alors que inexorablement, ça descend. C'est un film qui est vraiment voilà, crépusculaire, qui va tout enterrer, qui fait ultra. Ben, je pense que tu as dit tout à l'heure le mot nihiliste, tellement c'est noir, et c'est pour ça aussi ça me fait pas mal penser à Fincher, et c'est pour ça que je t'avais parlé de Seven au départ. Mais c'est un film. T'as du mal à voir à quel point il peut être. À quel point il peut avoir l'espoir qu'il va avoir après dans ces films politiques après, ne serait-ce que West Side Story, ça, même si c'est un film qui est assez noir, t'as l'impression ça tend vers un espoir. La Mélodie du bonheur, c'est que pareil, ça tend vers un espoir. Là, ça descend complètement dans le. C'est un film de transition, c'est-à-dire que West Side Story arrive juste après le coup de l'escalier, et t'as presque l'impression que c'est un film de transition pour lui qui annonce déjà ces gros films beaucoup plus populaires. Oui. Il y a des thématiques assez communes, déjà le racisme, qui est quand même présent dans West Side Story. Il y a évidemment, on l'a très bien dit, je pense, la musicalité, on pourrait dire, du rythme ou du montage. Et d'ailleurs, sur la dilatation du temps par moment, dans toute la première partie, mais on va dire une contraction, quand même, une concentration du temps dans la dernière. C'est-à-dire que le casse en lui-même est quand même super court, quoi. Ça va vraiment très très vite. Les éléments se déchaînent à la fin. Alors c'est extrêmement graphique, c'est très bande dessinée dans le choix des cadres, etc. Et d'ailleurs, en ça, moi je le comparais presque aussi à Sergio Leone, c'est-à-dire tel rapport, on va dire, lent, rapide, frustration, comment on pourrait dire, jouissance, on pourrait dire de la violence. Et ce qui est intéressant en plus, je fais la comparaison parce que le film précédent de Robert Wise, c'était Je veux vivre, qui était aussi un film extrêmement politique sur la question la peine de mort. Et Sergio Leone est mort devant ce film. En regardant dans la télévision, il a fait une crise cardiaque devant le film de Robert Wise. Et pour revenir voilà, à ça, c'est-à-dire que il y a quand même des thématiques quand même qu'on retrouve comme ça de film en film. Il faut bien les trouver, bien les voir au-delà de l'invisibilité de la mise en scène, comme par exemple un Richard Fleischer à la même époque ou bien un Sidney Lumet. Voilà, c'est quand même à cette époque-là, mine de rien, Robert Wise, c'est un cinéma un peu politique, et là aussi, comme West Side Story... C'est ultra politique. Pour l'époque, c'était vraiment scandaleux qu'on parle de ça et qu'on le mette aussi au premier plan, en fait. Ce qui a desservi le film, d'ailleurs, pour sa sortie aussi. Les gens sont passés complètement à travers ça aussi. Mais d'ailleurs, tu as la même chose, tu parlais de la musicalité du film, et tu parlais de la musique un peu plus tôt, mais même la musique en tant que telle... En fait, c'est pas vraiment du jazz, c'est pas vraiment de la musique de film, c'est vraiment, tu sais jamais si t'écoutes du jazz ou de la musique orchestrale traditionnelle, et en fait, pareil, c'est ultra thématique de vouloir mêler les deux et de finalement jamais savoir si t'es tout dans l'un ou tout dans l'autre, parce que justement le film, contrairement à ses personnages, lui voit que les deux sont en fait les mêmes, exactement, c'est ce que nous dit la fin, ils sont indissociables l'un de l'autre, et rien que dans sa musique, c'est pour ça que je trouve Robert Wise incroyable, c'est que c'est pas que, la réalisation, c'est sur tous les aspects, c'est sur le montage, c'est sur la musique, c'est sur le choix des personnages, c'est sur la direction d'acteurs, c'est pas que les cadres, quoi, et je trouve ça assez merveilleux à décortiquer. C'est presque un film qui est plus, moi que je trouve pas facile à regarder, hein. Il faut pas vu que c'est très lent, c'est presque plus intéressant et passionnant à décortiquer qu'à voir, tellement il évoque de choses et à chaque fois que j'en parle, je découvre de nouvelles choses, et toi tu me fais découvrir de nouvelles choses. C'est pas le film noir ou le film criminel, le film de gangster classique tel qu'on peut s'imaginer Hollywood, non, pas du tout, ouais. Très efficace, carré, avec de l'action, une série B, voilà, telle comme on les aime. C'est autre chose, et c'est vrai que le film vient quand même d'Harry Belafonte, veut représenter les Noirs américains d'une autre manière, mais au fond, quand même, aucun personnage n'est vraiment positif, y compris le sien, c'est-à-dire c'est quand même un joueur vraiment compulsif, oui. Il est criblé de dettes, qui menace à cause de ça vraiment sa famille, l'équilibre familial. Il est mis en péril, parce que les mafieux, ils disent on va tuer ta famille, très clairement. Donc t'as Robert Ryan en face de lui, on l'a dit, voilà, aigri, revanchard, qui vit au crochet de sa femme, qui est dans la frustration permanente. Mais voilà, il est quand même racheté, parce que quand même, il n'est pas totalement noir non plus, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'il est quand même victime en fait de ses propres pulsions, quoi. Il est enfermé là-dedans, et quand on voit aussi le générique du début qui est extrêmement graphique, on dirait presque des toiles d'araignée comme ça, on pourrait presque imaginer qu'ils sont englués en fait dans leur rêve américain. C'est quand même tous des personnages brisés, voilà, pareil.
Comment tu le prononces? Moi, je dis Ed Begley, mais je suis très C'est Ed mauvais en Begley. anglais. Oui. Qui est un ancien flic, voilà, qui essaie de prendre sa revanche aussi sur la vie. Ils sont usés. Et comment, en fait, ils vont progressivement, en fait, via en fait, leur vision du monde. Et je trouve que ce générique aussi rappelle très bien ça. C'est-à-dire, c'est des formes très abstraites. On pourrait presque voir des tâches d'un test de Rorschach, par exemple. Complètement. On voit en fait leur vision de la vie qui va les propulser progressivement vers leur échec total et, et voilà leur chute inéluctable. Mais c'est vraiment cette espèce de chaîne là qui est. Tout revient en fait à cette porte qu'on n'arrive pas à ouvrir et dans laquelle il y a une chaîne qui renvoie aussi aux chaînes de l'esclavage et tout ça. Et cette espèce C'est vrai. de non-dit qui est toujours là, ancré et dont on n'arrive pas à se débarrasser, ni d'un côté ni de l'autre. Et l'idée de la chaîne, et ça évoque aussi l'idée de l'emprisonnement, et il y a la même chose en fait avec le chien d'Ed Begley Jr. qui va garder enfermé chez lui alors que c'est un berger allemand qui ne arrête pas de demander à sortir et en fait à chaque fois il va le ramener chez lui et l'enfermer. Voilà, tout au long du film on a cette espèce de notion d'enfermement et de truc qui n'arrivera jamais à rien. Et il faut aussi rappeler que le film, en fait, il n'est pas crédité en tant que scénariste. Il est coécrit avec Robert Wise par Abraham Polanski, qui était un cinéaste, un scénariste et puis un cinéaste après, qui a été surtout marqué par la chasse aux sorcières, c'est-à-dire Hollywood, comme par exemple Dalton Trumbo, par exemple, qui a écrit Spartacus avec Stanley Kubrick. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire, tu l'as très bien dit, on évoque aussi la guerre froide, mais aussi mine de rien, le macartisme, c'est-à-dire c'est une Complètement. époque de paranoïa généralisée où chacun en fait doute de l'autre et le cheminement finalement mental entre Robert Ryan et Harry Belafonte, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est ce manque de confiance. Il faut avoir de la confiance, je pense que pour faire un casse, il faut vraiment, c'est un travail d'équipe. Voilà, il lui manque ça et au final, ça va capoter pour cette raison-là au final. Alors oui, on l'a dit, ça n'a pas été un très grand succès vis-à-vis de son sujet au moment de sa sortie. Voilà, jugé un peu trop audacieux, une mélancolie comme ça assez mortifère et portée par des personnages très noirs, y compris Harry Belafonte. Et une fin vraiment, encore une fois, d'un nihilisme absolu où tout le monde meurt à la fin. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, moi ça me fait penser déjà avant l'heure à des thématiques proches du Nouvel Hollywood, avec ces anti-héros qu'on ne peut pas racheter, on pourrait dire. Et c'est un film qui est clairement en avance sur son temps et qui, je pense, a inspiré les plus grands metteurs en scène. Robert Wise, c'est vraiment un directeur de directeurs. C'est un secret bien gardé. Il est admiré par bon nombre de cinéastes, bien que lui-même d'ailleurs s'inscrit quand même dans une tradition, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que le film, je pense, n'existerait pas non plus sans Quand la ville dort de John Huston, The Asphalt Jungle. Il sait, c'est un film qui est parfaitement au courant de à quel moment il arrive. Comme on l'a dit, c'est un film crépusculaire. C'est comme Clint Eastwood quand il fait Impitoyable. Impitoyable n'existerait pas sans les 50 ans de western qu'il y a avant. Enfin, c'est vraiment un film qui est parfaitement au courant du moment où il arrive et il joue de ses codes. C'est pas des films qui sont faits comme ça au hasard. C'est des films qui sont hyper réfléchis. En termes de thématique pure, moi j'ai pensé. La fin me fait clairement penser à celle de La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero. C'est-à-dire, c'est justement l'apport de l'autre à la fin qui fait que l'homme est une plus grande menace que les zombies. Et voilà, je trouve que le film a vraiment un côté en avance sur son temps. Et pour vous dire à quel point le film est grand, James Ellroy, qui n'aime strictement rien, a déclaré dans plusieurs interviews que c'était le plus grand film de casse qui tourne mal de tous les temps. Donc je crois que ça veut tout dire. Oui. Autre tradition dans bien connu des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Alors Victor, toi tu nous conseilles quoi un petit peu dans le même genre? Alors ça va pas être un polar que je vais te donner, mais ça va être, de toute façon c'est un peu difficile de me faire parler d'autre chose, hein, je vais parler de Spielberg, mais je pense que Munich c'est un film qui me fait beaucoup penser, notamment dans l'utilisation de la figure du zoom esthétiquement et thématiquement, c'est vraiment pareil, un film qui va parler de deux clans, parce que là c'est pas deux personnes, mais c'est vraiment deux clans qui n'arrivent pas à se rendre compte que finalement ils sont exactement les mêmes. Et pareil, c'est un film qui est extrêmement géométrique et qui va t'expliquer, ne serait-ce que dans la séquence qui se passe à Paris, où en fait il y a cette espèce de gros camion qui se met au milieu de la rue et on peut jamais voir la totalité de ce qui se passe, on peut voir que d'un côté ou de l'autre, et en fait c'est en ayant que les deux informations, en pouvant évidemment en connaissant
la totalité de ce qui va se passer, qu'on peut éviter le pire. Et évidemment, ils y arrivent pas parce que ils sont complètement, ils ont des œillères un peu comme Robert Ryan, qui voient qu'un seul côté. Donc obligatoirement, d'un côté, les musulmans sont les méchants, et de l'autre côté, c'est les juifs qui sont les méchants. Et de pas réussir à saisir l'intégralité du truc. Vraiment, je pense que Munich, c'est un film qui s'en rapproche énormément. Et même si c'est pas un polar pur et dur, pour moi, il s'en rapproche quand même pas mal. Puis les baklava sont meilleurs de l'autre côté. Ben voilà, c'est ça. C'est vraiment, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? De toute façon, les desserts, il faut pas les prendre du côté juif, il faut pas les prendre du côté arabe, parce que c'est quand même vachement meilleur. De mon côté, je l'avoue, ça n'a pas été facile de trouver à la fois un film de casse à l'instar du Coup de l'escalier qui prend le temps de caractériser ses personnages, leurs enjeux et leur trajectoire, et qui évoque en même temps des vrais sujets sociétaux comme le racisme, et j'ai fini par trouver, comme frappé par un éclair, avec le tétanisant Génération Sacrifiée, Dead Presidents, donc des frères Hughes, réalisé en 1995, un très grand film d'une noirceur là aussi totale et absolue, où aucun espoir n'est permis à la croisée des genres cette fois-ci, entre drame social, film de guerre et polar, dans la droite lignée de Spike Lee par exemple, des Affranchis de Martin Scorsese ou encore Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, le tout porté par de pures idées de mise en scène vraiment immersives et d'une rare crudité vraiment par moment, un casting solide et d'une grande justesse, à commencer par Laren State, et des seconds rôles marquants comme Chris Tucker, Michael Imperioli ou encore le cultissime Keith David. Et là encore, il faut saluer la magnifique musique tout en sensation, on pourrait dire, d'un Danny Elfman ici très inspiré. Et malheureusement, c'est un film bien trop méconnu, qui remue énormément de choses, mine de rien, et qu'il faut prendre le temps de digérer. C'est vraiment une très très grande claque, donc je vous conseille vivement, si vous pouvez le voir, Dead Presidents des frères Hughes. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence le Coup de l'escalier du coup en garde à vue. Une fois de plus, un très grand merci à toi Victor pour ton talent, tes analyses, comme toujours brillantes j'ai envie de dire, et surtout ta gentillesse, ta générosité et ton enthousiasme constant. Merci surtout à toi de m'avoir proposé. En plus, ça se goupillait super bien, donc c'est parfait. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un truc avec toi, donc c'est cool. C'est très gentil, et puis encore une fois, si vous avez une seule chaîne à voir, une seule, qui parle de cinéma sur YouTube, c'est simple, c'est celle du cinématographeur qu'il faut se tourner. Si c'est pas déjà le cas, vous allez apprendre des tas de choses, et c'est mon cas, à chaque fois j'apprends des choses sur des cinéastes vraiment qu'on adore, je sais pas, comme Shyamalan, Robert Zemeckis, John Carpenter et bien d'autres encore. Pour le coup, pour bien commencer, la vidéo sur Seven, elle marche bien, en plus elle est thématique avec ce qu'on a raconté. Elle est superbe. Et Seven, voilà, encore une fois, un film qui brasse énormément de confluence, on pourrait dire, du polar. Et c'est un immense classique aujourd'hui, indétrônable. Et si vous voulez tout savoir du pourquoi, du comment, de la mise en scène du génial Steven Spielberg, comme il vient de le faire, et foncez sur son livre à Victor, donc L'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster, le volume 1. Et c'est dispo dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Exactement, partout, dans toutes les FNAC et sinon sur Internet. Et le volume 2, il sort quand, tiens? Le volume 2, je viens de rendre là mon manuscrit, et donc le temps qu'on corrige et qu'il soit mis en presse, on va dire début 2025. Et ben voilà, ça arrive très très vite, donc merci encore, je me suis régalé. Et quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu, et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police. À ciao.